Dans la plupart des cultures, nous croyons que l'avenir se révèle petit à petit, comme les pages d'un livre que l'on feuillette lentement. Mais dans certaines communautés, le lendemain peut être prédit, manipulé, voire défié par des prophéties et des rituels. Et c'est précisément à ce moment-là que l'histoire d'Amen, une jeune femme d'un petit village africain, où les traditions étaient aussi vieilles que les arbres qui l'entouraient. Une curiosité frappante est que, dans plusieurs cultures orales du continent, l'idée de « destin » n'était pas perçue comme quelque chose de fixe, mais comme un chemin qui pourrait être façonné par des choix, des sacrifices et des rituels. La question demeure, jusqu'où iriez-vous pour assurer la prospérité de votre avenir et de celui de votre communauté? La réponse, comme nous le verrons, peut être aussi surprenante que dérangeante. Globe sur la zone Europe-Amérique. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne. C'est dans ce contexte qu'intervient la figure de l'oracle, une femme âgée nommée la nôtre, connue pour son lien avec ses ancêtres. Nia était respectée, mais aussi crainte, lorsqu'elle parlait, personne n'osait la contredire. Amina, pourtant considérée comme l'une des plus belles femmes de la région, restait célibataire. Dans une société où le mariage était quasiment obligatoire pour garantir respect et stabilité, son statut suscitait des murmures, voire du mépris. Elle ressentait le poids de la solitude, mais aussi le poids du jugement. Jusqu'au jour où, poussée par le désespoir de trouver une solution, elle a cherché l'oracle. À l'intérieur d'une grotte éclairée uniquement par le feu de petits torchers, Nia fit une révélation énigmatique. L'homme qui engendrera un fils en toi sera le roi de ce village. Et son règne apportera une abondance et une prospérité telles que nous n'en avons jamais vues auparavant. Pour beaucoup, une telle prophétie serait un soulagement. Pour Amina, c'était le début d'un plan audacieux. Elle conclut que si elle couchait avec les hommes du village, tôt ou tard, elle trouverait celui qui serait son père. Ainsi, pensait-il, elle assurerait non seulement son propre avenir, mais celui de toute sa communauté. Ce plan n'était cependant pas seulement radical, il était scandaleux. Imaginez les répercussions dans un village conservateur où les coutumes étaient strictement respectées. Bientôt, les rencontres d'Amina devinrent le sujet de conversation de la ville autour des feux de camp nocturnes. Certains la voyaient comme une pécheresse, d'autres comme une femme courageuse, mais personne ne pouvait ignorer le fait qu'elle ébranlait les fondements sociaux du village. Et c'est exactement ce qui a tenu le village en haleine pendant des mois. Jusqu'à ce que finalement, le ventre d'Amina commence à grossir. Si les paroles de l'oracle étaient vraies, il n'était pas un enfant comme les autres, mais l'héritier d'une destinée royale. Le problème était à la fois simple et dévastateur, personne ne savait avec certitude qui était son père. Au fil des jours, chaque famille dont l'homme avait accompagné Amina commença à se mettre en avant. Certains disaient que les traits de l'enfant ressemblaient à ceux de leurs ancêtres, d'autres affirmaient que les rêves révélaient des signes de paternité. Mais dans un village marqué par la tradition, la croyance aux ancêtres et le respect des rituels, les suppositions ne suffisaient pas. L'atmosphère de fête qui aurait dû accompagner la naissance se transforma rapidement en méfiance, accusation, voire menaces voilées. Ce n'était pas la première fois dans l'histoire africaine que des questions d'héritage et de paternité généraient de l'instabilité. On trouve des témoignages de communautés qui, dès le VIe siècle, se sont affrontées au sujet de la lignée et de la légitimité, provoquant parfois des divisions claniques irréparables. Le même risque pesait désormais sur le village d'Amina. Le bébé n'avait pas encore 7 jours, mais l'avenir de la communauté tout entière semblait déjà se jouer autour de son berceau. Les anciens, gardiens de la sagesse et de la justice, ne pouvaient laisser l'incertitude dégénérer en guerre civile. Dans de nombreuses cultures africaines traditionnelles, les conseils des anciens jouaient un rôle similaire à celui des tribunaux. Ils se réunissaient sous les arbres les plus anciens, convaincus que des racines profondes reliaient la terre au monde spirituel. C'est exactement ce qui se produisit. Les anciens se réunirent à l'ombre du grand baobab, l'arbre qui avait protégé le peuple pendant plus de 3 siècles, pour discuter du sort de Tariq. La tension était palpable. Des hommes armés aiguisaient leurs lances, des femmes chuchotaient entre elles, inquiètes de perdre fils et mari dans une dispute futile, et les enfants ressentaient le poids du silence qui s'était répandu dans le village. Au centre du cercle, l'ancien Nosé éleva la voix. Il rappela à tous que, autrefois,
les crises se résolvaient non par la force, mais en consultant les ancêtres. Si des doutes subsistent parmi les vivants, nous devons écouter ceux qui nous ont précédés, déclara-t-il d'une voix tremblante mais ferme, comme un écho des générations passées. C'est à ce moment que Nia, l'oracle, réapparut. Ses yeux brillaient comme des braises dans une nuit noire, et sa présence glaçait tout le monde. Elle suggérait que le destin ne pouvait être révélé que par un voyage sacré vers la montagne qui détenait les secrets des dieux. L'odeur des feux de joie brûlant des herbes sacrées emplissait l'air, les femmes imploraient leur protection par des chants, et les guerriers polissaient silencieusement leurs amulettes protectrices. Chaque détail semblait chargé d'un profond symbolisme. Pendant ce temps, Amina observait tout avec une sérénité troublante. Elle croyait que, malgré tous les combats des hommes, la prophétie ne se démentirait pas. Dans ses bras, Tariq dormait, inconscient que son existence était devenue le centre de la survie de tout un peuple. Au lever du soleil, au matin du 3e jour, 6 hommes se présentèrent sur la place du village, chacun accompagné de sa famille. Leurs expressions reflétaient la peur, l'espoir et la fierté. Le tambour ancestral résonna, marquant le début de la marche. C'était le début d'une épreuve qui allait mettre à l'épreuve non seulement la paternité de Tariq, mais aussi l'essence même du leadership. Le chemin était ouvert, mais l'incertitude subsistait. La vérité serait-elle révélée, ou le village sombrerait-il encore davantage dans la désunion? À chaque pas vers la montagne, le sentiment que le destin était sur le point de s'accomplir se renforçait. L'avenir n'était pas une simple attente lointaine, il se dessinait sous les yeux de tous, et aucun cœur ne pouvait rester en paix. L'ascension de la montagne n'était pas qu'un simple sentier. Chaque virage, chaque rocher glissant et chaque arbre tordu portait une signification insoupçonnée. Pour les villageois, cette montagne représentait le point le plus proche entre le monde des hommes et la terre de leurs ancêtres. Certains croyaient que les vents qui soufflaient sur ces pentes étaient en réalité les voix de ceux qui étaient déjà partis, murmurant avertissements et conseils. Les 6 hommes marchant côte à côte savaient qu'ils allaient affronter bien plus que la fatigue ou un danger naturel. Ce serait un jugement intérieur, une épreuve capable de révéler qui possédait la pureté nécessaire pour assumer non seulement la paternité de Tariq, mais aussi le rôle de guide pour toute la communauté. Dans la tradition orale africaine, transmise dans diverses régions depuis le XVIIIe siècle, les voyages spirituels étaient considérés comme des passerelles, le corps avançait, mais c'était l'âme qui était véritablement évaluée. Au départ du sentier, chacun portait des sacs d'offrandes. Chaque offrande choisie en disait long sur la personnalité de son porteur. Certains apportaient de l'or, persuadés que la richesse pouvait acheter la bienveillance des esprits, d'autres portaient des armes ornées, comme si la puissance militaire suffisait à ouvrir les portes du sacré. Cependant, le contraste était net, Django, bien que n'étant ni le plus fort ni le plus influent, ne portait que de petites feuilles et graines séchées, ainsi qu'un cœur prêt à prier. Le groupe, stupéfait, le suivit, avec le sentiment d'avoir assisté à quelque chose d'extraordinaire. Mais la vérité, c'est que tout le monde n'y croyait pas. Certains murmuraient, soupçonnant qu'il s'agissait d'une mise en scène. Nia, l'oracle, observait de loin, les yeux brillants d'une lueur difficile à interpréter, était-ce de la fierté de voir la prophétie se réaliser, ou de la satisfaction d'avoir manipulé les événements à son avantage? Alors qu'ils gravissaient le sommet de la montagne, l'air leur parut à la fois plus léger et plus lourd. Léger, car l'espoir renaissait, lourd, car chaque pas portait aussi la responsabilité de confirmer le destin. Au sommet, devant une pierre qui reflétait le clair de lune comme si elle était animée d'une vie propre, Django fut déclaré père de Tariq. Le ciel résonna du tonnerre, et la communauté célébra ce dénouement qui semblait apporter la stabilité. Cependant, la joie n'était qu'apparente. Le cœur d'Amina était agité. Quelque chose dans son intuition lui disait que cette révélation n'était pas définitive. L'éclat dans les yeux de Nia et la lourdeur silencieuse sur le visage de Django soulevaient plus de questions que de réponses. Si la vérité avait été révélée, pourquoi ce sentiment de déception persistait-il? Alors que le village célébrait, un nouveau conflit commençait à se produire. La prophétie semblait accomplie, mais le véritable mystère commençait seulement à se dévoiler. Les semaines qui suivirent l'élection de Django furent rythmées par des célébrations,
des chants et des festins. Le village sembla pousser un soupir de soulagement, persuadé que la prophétie s'était réalisée. Nuit après nuit, les hommes faisaient résonner leurs tambours, les femmes préparaient des offrandes et les enfants ravis couraient en scandant le nom du nouvel héritier, Tariq. Pour beaucoup, ce fut le début d'une nouvelle ère de prospérité. Mais derrière les célébrations, un silence gêné subsistait dans le cœur d'Amina. Elle observait son partenaire, reconnu comme le père de son enfant, et même au milieu de la joie collective, elle sentait un étrange poids dans son regard. Django souriait en public, mais il dégageait une certaine lassitude, presque comme s'il portait un fardeau invisible. C'est par une nuit calme, éclairée seulement par la lune, que le hasard lui apporta la révélation. Alors qu'elle berçait Tariq à l'ombre d'un vieux baobab, Amina entendit des voix étouffées derrière l'immense tronc. C'étaient Django et Nia. Leurs voix étaient basses, mais leur confession était claire comme l'eau courante. Django murmura, plein de remords, qu'il souffrait d'avoir accepté de soutenir une tromperie. Il avoua qu'il n'était pas vraiment le père de l'enfant, mais qu'il avait cédé au plan de la prêtresse, qu'il avait convaincu que ce mensonge apporterait la stabilité au peuple. Le sang d'Amina se glaça. Tout ce que je soupçonnais prenait forme. Le « miracle » de la montagne avait été manipulé. L'éclat de la pierre, l'ouverture du chemin, l'approbation supposée des ancêtres, tout avait été manipulé pour soutenir un récit opportun. Nia, sentant l'hésitation de Django, renforça l'idée que la tromperie était un bien nécessaire. Parfois, il faut tromper pour protéger la communauté, dit-il froidement. Le cœur d'Amina se brisa silencieusement. Elle comprit, à cet instant, que l'harmonie apparente était sous-tendue par la tromperie. Le village croyait vivre un moment historique, mais sa confiance avait été trahie. Amina, cependant, ne pouvait agir impulsivement. Si elle révélait la vérité sans preuve, elle risquerait non seulement sa réputation, mais aussi la vie de Tariq. C'est alors que sa détermination se transforma en plan. Il savait qu'il lui fallait un moyen indiscutable de révéler la véritable paternité de l'enfant. La réponse lui vint au souvenir d'une ancienne légende. On disait que la pierre de lune, utilisée dans le rituel de la montagne, ne révélait son véritable pouvoir que purifiée dans les eaux sacrées. Et seule entre les mains du véritable père elle s'illuminait pleinement. Convaincue de cela, Amina décida de partir à la recherche d'un mystérieux personnage vivant au-delà de la forêt d'ébène, connu sous le nom de l'ermite sage. Son voyage fut périlleux. Des animaux nocturnes rôdaient sur le chemin, des pièges naturels dissimulaient des dangers, et l'obscurité épaisse semblait la mettre à l'épreuve à chaque pas. Mais sa détermination l'emporta sur sa peur. Elle portait en elle non seulement le désir de justice, mais aussi l'instinct d'une mère luttant pour la vérité de son enfant. L'ermite l'accueillit comme si elle l'attendait. Ses yeux reflétaient des siècles de savoir, et ses cheveux blancs tombaient comme un voile argenté. Elle déclara que le véritable père de Tariq serait révélé là, devant le peuple, sans aucune manipulation. Un par un, les hommes qui avaient couché avec elle devaient tenir la pierre. Seule la main du véritable père la rendrait lumineuse. Le silence s'abattit sur la foule. Les familles, jusque-là confiantes dans leur récit, affrontaient désormais le poids de la vérité sur le point d'éclater. Le sort de la communauté, qu'elle croyait déjà scellé, était à nouveau en jeu. Et Amina, le cœur battant, savait que le moment décisif était arrivé. L'avenir de son fils, et de tout le village, allait se jouer sous les yeux de tous. Ce matin-là, le village se réveilla différent. Le chant des coqs semblait plus court, les tambours résonnaient étouffés, et même le vent qui soufflait près des huttes avait une étrange intensité. Personne ne parlait à voix haute. Certains accusaient Amina de vouloir détruire l'ordre nouvellement établi. D'autres, plus silencieux, admiraient son courage mais craignaient les conséquences. Personne ne pouvait ignorer le sentiment d'être à un tournant historique. C'était comme si tout le passé du village, toutes les décisions de ses ancêtres, allaient être jugées à cet instant. Les anciens, réunis à l'ombre du vieux baobab, tentaient de garder le contrôle. Osei, le plus âgé d'entre eux, se souvenait que des rituels similaires avaient réglé des conflits au cours des siècles précédents. Cependant, même lui savait qu'il n'avait jamais été confronté à une crise aussi délicate.
C'était une chose de régler des conflits fonciers ou agricoles, c'en était une autre de se demander qui devait gouverner le destin de chacun. Alors que le soleil se levait, la foule se rassembla sur la place. Les enfants furent emmenés, les vieillards installés sur le sol en terre battue, et les hommes formèrent des cercles autour de leur famille, prêts à défendre leur honneur si nécessaire. L'atmosphère était à la fois anticipation et menace. Une seule étincelle suffisait à transformer le rituel en affrontement. Au centre de la place, Amina apparut. Elle portait des vêtements simples, mais son expression ferme attirait l'attention. Dans ses bras, Tariq dormait paisiblement, inconscient de la tension qui se propageait comme une traînée de poudre dans l'herbe sèche. À côté d'elle, les anciens portaient la pierre de lune, qui brillait maintenant d'une faible lueur, comme si elle avait absorbé l'énergie de la nuit précédente. Le murmure collectif s'amplifia. Certains affirmaient croire à la révélation, d'autres l'accusaient de n'être qu'un piège. Le nom de Django résonnait encore parmi ses partisans, qui persistaient à le défendre comme père légitime. Certains affirmaient que falsifier à nouveau la prophétie était une insulte aux ancêtres. Cependant, certains avaient aussi perdu confiance en l'oracle. Le souvenir du regard énigmatique et froid de Nia circulait dans les conversations feutrées. Nombreux étaient ceux qui ne croyaient plus à la pureté de leur premier choix. Les gens étaient divisés, non seulement entre leurs familles, mais aussi au sein même de leur famille. Faire confiance à Amina signifiait compromettre la stabilité acquise, la rejeter pouvait signifier vivre éternellement dans le mensonge. Les femmes, en particulier, observaient en silence. Certaines voyaient en Amina une audace qu'elles souhaitaient pour elles-mêmes. D'autres la condamnaient, craignant que ses actes ne soient interprétés comme une remise en cause des normes qui unissaient la communauté. Et à chaque échec, la tension devint plus étouffante. Django, déterminé, attendait son tour. Ses partisans trépignaient, confiants qu'il confirmerait une fois de plus ce qui avait déjà été déclaré. Mais les yeux d'Amina le fixaient intensément. Elle savait que le moment décisif était proche. À cet instant, le village tout entier sembla s'arrêter de respirer. Ce n'était pas seulement un test de paternité. C'était un procès collectif, une confrontation entre le mensonge et la vérité, entre la peur et l'espoir. À chaque seconde, le sort du peuple se tendait, comme une corde sur le point de rompre. Et ainsi, le silence qui précédait la révélation devint plus lourd que n'importe quel cri. Un silence pesant s'abattit sur la place. L'air semblait emprisonné dans les poumons de chacun, comme si même la respiration craignait de briser l'instant. À chaque fois qu'un homme tenait la pierre et ne parvenait pas à en éveiller la lueur, la méfiance grandissait. Les murmures se transformèrent en regards soupçonneux, et la foule oscillait entre espoir et incrédulité. Ce fut le tour de Django. Ses pas fermes résonnèrent comme un tonnerre dans le cœur de ceux qui croyaient encore en lui. Nombre de ses partisans levèrent les mains et crièrent son nom, convaincus que la prophétie se confirmerait. Amina, quant à elle, resta immobile, observant chaque geste avec l'intensité de celui qui porte une vérité silencieuse. Django ramassa la pierre. Un instant, une timide étincelle apparut, comme si l'objet hésitait à se manifester. Mais peu après, la lumière s'éteignit, plongeant la place dans une obscurité encore plus profonde. Un soupir collectif parcourut la foule. Certains crièrent à sa défense, affirmant que la pierre était corrompue. D'autres commençaient déjà à voir la preuve que le premier rituel n'était qu'une imposture. Le poids de l'échec était gravé sur le visage de Django. Son regard cherchait une justification, mais ne trouvait pas de mots. La confiance qu'il avait toujours portée sembla fondre comme du sable entre ses doigts. À cet instant, quelque chose se brisa dans l'âme de la communauté. La certitude que beaucoup avaient gardée s'évapora sous leurs yeux. Puis, soudain, une voix s'éleva de la foule. C'était un appel inattendu, venant d'un homme jusque-là resté silencieux. Il s'appelait Mazi, fils d'Ogbo. Connu pour sa discrétion, il s'impliquait rarement dans les conflits ou les réunions du conseil. Travailleur acharné, il se tenait à l'écart des décisions. Presque personne n'imaginait qu'il puisse être impliqué dans le sort de Tariq. D'un pas hésitant, Mazi s'avança vers le centre. La foule s'écarta, surprise, échangeant des regards incrédules.
Comment quelqu'un d'aussi discret oserait-il se présenter à cet instant? Certains rirent, le traitant d'idiot, tandis que d'autres se turent, submergés par la curiosité. Mais à cet instant, au milieu de l'éclat de la pierre et des chants de son peuple, elle s'autorisa à ressentir simplement la victoire de la vérité sur le mensonge. L'éclat de la pierre résonnait encore dans les yeux des habitants lorsque le silence céda la place à des cris d'indignation. Ce qui avait été autrefois la révérence se transforma en révolte. Hommes et femmes levèrent le poing, pointant Django et la prêtresse. Le village, jusqu'alors en fête, implorait désormais justice. Les anciens se réunirent aussitôt. Sous l'ombre imposante du baobab, symbole de sagesse et d'endurance, ils convoquèrent une assemblée. La tradition voulait que tout mensonge découvert en public soit jugé devant toute la communauté. Là, chaque regard, chaque voix, chaque geste deviendrait partie intégrante de la sentence. Django fut amené au centre du cercle, tête baissée, les épaules voûtées de honte. Nia resta debout, l'air impassible, mais son regard trahissait le malaise. Le murmure collectif résonna comme un tonnerre étouffé, et les tambours qui avaient vibré de joie résonnèrent maintenant doucement, tels des cœurs sur le point d'exploser. Osei, l'aîné, leva la main pour demander le silence. Sa voix tremblait, mais était ferme. Le peuple a été trompé. Les esprits ont été invoqués en vain, et la confiance de nos enfants a été trahie. Que dirons-nous à ceux qui viendront si nous laissons le mensonge circuler librement parmi nous? Un cœur d'approbation parcourut la foule. Certains réclamaient l'exil, d'autres des châtiments plus sévères. Mais les anciens savaient que la justice ne pouvait naître de la vengeance, mais de l'équilibre. Il fallait corriger sans détruire, punir sans perdre l'humanité. Django fut le premier à parler. Sa voix semblait fatiguée, presque faible. J'avais tort. J'étais faible. Je me suis laissé guider par la peur et la promesse du pouvoir. Je sais que je ne suis pas digne du titre qu'ils m'ont donné, et j'accepte la sentence que mes ancêtres m'ont infligée. Les mots ne suffisaient pas à apaiser la fureur des villageois. Nombre d'entre eux criaient qu'il avait trahi non seulement Amina, mais tout le monde. Le poids de la déception était profond, comme si une blessure s'était ouverte dans le cœur de tous. Ensuite, ce fut au tour de Nia. Contrairement à Django, sa voix ne tremblait pas. J'ai agi ainsi parce que je croyais que le peuple avait besoin d'ordre. J'ai préféré un mensonge utile à une vérité susceptible de diviser. Je ne renie pas mes choix, mais j'affirme qu'ils ont été faits pour le bien de la communauté. Ces mots sont tombés comme des pierres. Pour certains, c'était la preuve qu'elle n'avait aucun regret. Pour d'autres, ils ont mis en lumière la complexité de la situation. Dans quelle mesure un mensonge peut-il être justifié s'il promet une protection? Le débat a fait rage dans toute l'Assemblée, ravivant des discussions de longue date sur la foi, le pouvoir et la confiance. Après de longues heures de délibération, le Conseil prit une décision. Django perdrait tout le prestige qu'il avait acquis et serait condamné à des travaux d'intérêt général à durée indéterminée. Sa vie cesserait d'être consacrée au leadership et se résumerait à un service quotidien au peuple, porter de l'eau, construire des maisons, prendre soin des personnes âgées. Ainsi, il rembourserait sa dette avec ardeur et humilité. Nia, quant à elle, reçut une sentence plus sévère. Le rôle d'oracle, considéré comme sacré et intouchable, ne pouvait plus lui être confié. Elle fut déchue de sa fonction et bannie des rituels. Son titre serait confié à une autre personne choisie en consultation avec les ancêtres. La trahison de Django et Nia avait laissé des traces, mais elle avait aussi été porteuse d'enseignements. Les familles avaient compris qu'elles ne pouvaient plus se fier entièrement au titre et aux symboles sans se poser de questions. Elles avaient compris que la véritable force d'une communauté ne résidait pas dans un seul homme ou une seule femme, mais dans le courage collectif d'affronter ses propres ombres. Les anciens, honteux de s'être laissés manipuler, jurèrent de réformer les rituels. Ils décidèrent qu'à partir de ce moment, aucune prophétie ne serait acceptée sans la participation de toute la communauté. La voix des femmes, jusque-là étouffée, commença à se faire entendre avec plus d'attention, inspirée par le courage d'Amina. Le village, peu à peu, renaît avec des valeurs plus solides, ancrées dans la clarté et la justice. Django, puni,
commença à accomplir la tâche qui lui avait été assignée. En portant de l'eau, en reconstruisant des maisons et en prenant soin des personnes âgées, elle retrouva une nouvelle dignité. Nia, déchue de son titre, s'éloigna en silence. Sa chute servit d'avertissement à tous, même le plus sage peut être perdu lorsque la vanité prend le pas sur la vérité. Au fil du temps, Tariq a grandi entouré de chansons et d'histoires racontant le jour où la vérité a brillé plus fort que le mensonge. Il a appris très tôt que sa naissance n'était pas seulement l'accomplissement d'une prophétie, mais un rappel que la sincérité peut guérir même les blessures les plus profondes. Des années plus tard, les conteurs de la région se réunissaient encore autour de feux de camp pour raconter l'histoire de la pierre qui brillait entre les mains de Mazi, l'homme humble devenu père d'un futur chef.